7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Alors avant d'attaquer le sujet qui nous occupe, la Bosnie, Régis Le Sommier, vous avez une annonce à nous faire. Oui, annonce, c'est-à-dire dans 2 jours, la sortie du hors-série d'Omerta, le premier hors-série que nous avons concocté, qui s'appelle en fait Ukraine, la vérité du terrain. Il s'agit en fait de 2 ans de reportage dans ce pays, des 2 côtés d'ailleurs, côté ukrainien d'abord, puis côté russe. C'est vraiment un point complet, très très dense, très très explicatif, puisque nous avons également les analystes du CF2R d'Éric Denocé, qui prennent part à cette lecture en fait de la guerre en Ukraine. Donc c'est un point complet, reportage terrain et analyse. Mais c'est pas des analyses façon LCI, hein. Donc on précise, c'est vraiment une somme très intéressante et c'est en kiosque. Donc à partir de jeudi, premier hors-série d'Omerta. Voilà. Merci beaucoup Régis et tout de suite c'est l'heure de notre vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Régis Le Sommier, nous le disions, vous êtes récemment rendu au Bosnie et vous allez nous parler de votre voyage dans ce pays dont on entend peu parler en France, mais dont l'actualité mérite pourtant que l'on s'y attarde. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de vous rendre dans ce pays, la Bosnie, avec justement ce peu de nouvelles qu'on en a en France ? Écoutez, il y a 2 ans d'abord, je m'étais rendu au Kosovo. Alors à l'époque, il y avait beaucoup d'actualités autour du Kosovo, puisque les tensions entre la minorité serbe et la majorité albanaise kosovare étaient à leur comble. On craignait justement qu'il y ait des retours de la violence. Je m'étais rendu à Mitrovica en particulier, où les Serbes occupent le nord de la ville et étaient vraiment rentrés en sécession après qu'une décision de la part de Pristina, donc la capitale et l'autorité administrative du Kosovo, ait décidé d'envoyer des policiers kosovars dans des zones serbes. Donc des tensions ethniques encore très vivaces, des dizaines d'années après la guerre. Là, si j'ai voulu m'intéresser à la Bosnie, c'est pour 2 aspects. Pour constater, puisque cette guerre c'est terminée il y a 30 ans, voir un petit peu ce qui se passait aujourd'hui et puis surtout l'actualité, c'est-à-dire le processus bien avancé d'intégration de cette même Bosnie, de la Serbie à côté également, à l'Union européenne. Ursula von der Leyen récemment a annoncé que ce processus était enclenché. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'un pays comme la Bosnie est prêt, ce que je voulais constater ou essayer d'enquêter, est prêt à rentrer dans l'Union européenne avec son système de gouvernement très particulier. D'un côté, la fédération bosnio-croate et de l'autre côté, la fameuse Republika Srpska, c'est-à-dire la République des Serbes de Bosnie, 2 entités très différentes issues de la guerre du début des années 90 et qui ont tendance, on va en parler, à se regarder quand même assez en chien de faïence. Alors effectivement, on va y revenir, mais avant tout, la réponse à cette question, est-ce que selon vous, la Bosnie est prête ou commence à l'être pour une entrée dans l'Union européenne ? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'il y aurait de la part des Bosno-musulmans, des Bosniaques musulmans, pardon, et des Croates, une volonté plus affichée d'entrer dans l'Europe et de la part des Serbes, une hostilité. En fait, j'ai constaté que à peu près toutes ces communautés sont assez d'accord pour rentrer dans l'Europe, à certaines conditions évidemment. Et donc, elles ont souvent tendance d'ailleurs à prendre des décisions qui sont souvent communes, à tomber d'accord, et ces décisions ne sont pas appliquées. Et ça m'a vraiment surpris parce que il y a une autorité en Bosnie. La Bosnie n'est pas un pays souverain, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il est quand même encadré sous tutelle d'un mandat international, avec l'OTAN qui est très présent et des personnes qui décident un petit peu pour les communautés de Bosniaques, même quand celles-ci sont d'accord pour avancer ensemble.
Actuellement, il y a un projet de loi électorale qui avait été sur lequel s'étaient accordées les trois communautés, donc les Bosniaques, les Croates et les Serbes, et l'autorité, en fait, le tuteur, Monsieur Schmidt, qui est un Allemand, a décidé de ne pas donner suite et a décidé que non, cette loi électorale ne serait pas votée. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est cette particularité de la Bosnie d'être un pays sous tutelle. Voilà. Et donc, beaucoup des ressortissants bosniaques, que ce soit des Croates, des Serbes ou des Bosno-musulmans, eux pensent qu'avec l'Europe, ils vont gagner une certaine autonomie et remettre en question cette tutelle issue de la guerre, enfin des accords de Mm. Dayton de 1995. Voilà. Alors justement, est-ce que cette tutelle aurait intérêt à freiner cette intégration de la Bosnie dans l'Union européenne? Bah, la vraie question, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays? Est-ce que il est suffisamment mature aujourd'hui pour empêcher que les violences sectaires terribles, hein, je rappelle que la guerre de Bosnie a fait 140 000 morts, essentiellement des civils, avec des massacres un peu partout. D'ailleurs, quand on se balade dans le pays, on voit très bien que on fait 3 kilomètres, on tombe sur un massacre qui a eu lieu qui est perpétré par les musulmans contre les Serbes. Et puis vous avez Srebrenica juste à côté, où ce Mm. sont les Serbes qui ont massacré massivement le pire massacre depuis la Seconde Guerre mondiale, les musulmans. Donc c'est encore un champ de ruines, c'est encore un pays parcouru par des cicatrices dont beaucoup ne se sont pas encore refermés. Beaucoup de gens avec qui on discute, des personnes âgées dans les villages, etc., ont connu ces événements. Et quand ils en parlent, j'étais surpris par la force de leur témoignage et surtout le fait que le temps n'avait aucune prise. J'avais l'impression qu'ils me parlaient d'horreur qui s'était passée la veille. Et c'est quand même très, très déroutant. Et ça laisse à réfléchir justement sur l'impact des guerres. Vous savez, en ce moment, on vit des guerres épouvantables en Ukraine, à Gaza et autres, mais on n'a pas l'idée que après le processus de paix, une fois que la paix est retrouvée, ce qui est toujours évidemment souhaitable, il reste énormément de temps avant que les cicatrices disparaissent. Et dans le cas de la Bosnie, il y a encore une animosité entre les communautés, une méfiance, aussi une guerre de territoire qui se crée. Hein. Vous savez, j'ai été aussi surpris de remarquer que dans le sud, à côté de Srebrenica, dans le sud-est, il y a un monastère que j'ai visité qui s'appelle le monastère, un monastère serbe, hein, je précise, que j'ai eu la chance de visiter. Et le père abbé, le père Luca, reconstruit des bâtiments, enfin, pour accueillir des communautés religieuses et autres. Et il a décidé de faire un monument c'est le monastère de Carno, pardon. Il décidé de faire, par exemple, un monument pour commémorer un massacre, parce qu'il y a eu du temps de l'Empire austro-hongrois, il n'y a pas eu que la guerre de 95, hein, il y a eu des massacres pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un pays cimetière, cette Bosnie, et construisant une église orthodoxe à l'endroit où ces Serbes ont été massacrés, eh bien les musulmans du village d'à côté sont venus planter des tombes de soldats musulmans juste à côté. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, je me suis fait cette réflexion, c'est que en fait, même morts, les soldats, les shahids, Mm. les martyrs servent à marquer le territoire, servent à essayer de l'agrandir, ou en disant voilà, nous aussi on est là. Mm. Donc il y a une espèce de confrontation mémorielle permanente dans ce pays, c'est-à-dire avec une interprétation d'un côté des événements et une interprétation de l'autre. Et c'est très difficile justement d'avoir un avis, par exemple, sur le cimetière de Srebrenica. On a eu où à peu près 8000 bosniaques musulmans sont enterrés victimes de massacres des Serbes, des milices serbes, de Ratko Mladic. Eh bien, nous n'avons pas été accueillis au mémorial. On n'a pas eu
on n'a pas pu parler à la personne qui organise. Donc, on a trouvé un très compétent guide musulman, un jeune qui est originaire de Sarajevo, qui nous a raconté le cimetière à sa façon. C'était encore plus émouvant d'ailleurs. Mais les autorités qui gèrent ce mémorial n'ont pas accepté de nous recevoir, tout simplement parce que notre fixeur était serbe en fait. Voilà. Donc, ils ne voulaient pas d'interprétation qui puisse du massacre. Vous savez que les Serbes récusent le caractère de génocide que l'ONU reconnaît à Srebrenica, et évidemment les musulmans pensent que il y a encore des corps qui n'ont pas été retrouvés, donc continuent à fouiller. Donc voilà, c'est une confrontation de deux visions sur un massacre. Et juste à côté, vous avez un village serbe qui, lui, par contre, en 1993, cette fois, a été complètement ravagé et dont les habitants ont été tués par des milices bosniaques musulmanes. Vous voyez, voilà, c'est un mélange permanent de mémoire, de douleur qui s'exprime, je vous dis, à fleur de peau, 30 ans après le conflit. On va revenir sur ces tensions ethniques et puis même on va parler du massacre de Srebrenica puisque c'est d'actualité aussi. Mais avant ça, une dernière question concernant cette intégration à l'Union européenne. On comprend bien que le pays est traversé par de grosses tensions. Est-ce que ce ne serait pas un risque pour l'Union européenne d'importer justement ces conflits en son sein alors qu'aujourd'hui elle est déjà très troublée par tous les conflits qui marquent l'actualité? Oui, évidemment, c'est un pays supplémentaire avec des conflits, des haines, voilà, qui viendraient s'ajouter à l'océan de problèmes qu'a l'Union européenne. Mais je ne pense pas que ce soit, encore une fois, ce que j'ai trouvé très intéressant en discutant avec des anciens combattants des deux côtés, qu'il y a quand même une volonté de la part des Bosniaques en général de ne pas revenir dans un état de guerre. C'est-à-dire chaque communauté a la sensation d'avoir perdu énormément avec cette guerre et ne veut pas à tout prix revenir à la guerre. Donc il n'y a pas d'entente, on se regarde en chien de faïence, mais on ne veut pas revenir au conflit tel qu'il a été vécu par nos parents, nos grands-parents. Voilà, c'est un peu ce que disent la plupart des membres des trois communautés en Bosnie. Donc ça, c'est un élément positif. Maintenant, l'autre élément négatif, je vais dire, pour cette entrée à l'Union européenne, c'est le problème des djihadistes qui se trouvent dans la communauté musulmane de Bosnie. Donc, vous savez que dans les années 90, en fait, de 92 à 95, il y a eu un certain nombre de djihadistes qui sont venus faire le djihad en Bosnie. Hein. Certains Bosniaques disent on a eu Al-Qaïda avant Al-Qaïda quelque part. Donc ces djihadistes issus des mouvements du GIA en Algérie ou d'Afghanistan, puisque en Afghanistan une partie des combattants venaient de terminer leur combat contre l'armée russe d'abord, puis ensuite la guerre civile afghane était terminée, et un certain nombre de djihadistes sont venus prêter main forte à cet État bosniaque musulman, et donc on a accepté, et ça les musulmans nous disent, ces djihadistes sont venus nous aider, et à l'époque personne ne nous aidait, donc on les a acceptés. Le problème, c'est qu'ils ont tenté dans certains endroits, on est revenu dans des villages justement qu'ils ont occupés, d'imposer la charia, d'imposer leur vision de l'islam, une vision l'islam qui n'est pas du tout compatible avec l'islam de Bosnie. Les bosno-musulmans sont des gens très tolérants et assez peu enclins à voiler toutes leurs femmes. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir à Sarajevo qu'il y avait certaines femmes voilées, mais il y avait énormément de femmes qui n'étaient pas voilées. Et on est vraiment dans le cœur de l'islam en Bosnie. Donc, et de même, il n'est pas rare au milieu des villages quand vous arrêtez de voir une superbe mosquée, parfois financée par l'étranger. On va y revenir, mais les Saoudiens notamment financent des mosquées qui prônent un islam qui n'est pas tout à fait l'islam
l'islam bosniaque. Et au milieu du village, ben, vous avez le café à côté, où vous avez les petits vieux qui boivent leur raki. Ça pose aucun problème. Donc, si vous voulez, quand ces djihadistes sont venus, ils ont un peu leur attitude tranchée dans le décor bosniaque. Ils n'ont pas pu rester d'ailleurs pour certains, mais d'autres, par contre, ont bénéficié de largesse. Le président de l'époque, le premier président de l'État bosniaque, Alija Izetbegović, leur a accordé parfois la nationalité bosniaque. Vous avez des gens comme Sheikh Khalid Mohammed, qui était quand même le cerveau du 11 septembre, qui avait la nationalité bosniaque et qui est venu en Bosnie. On dit même que Ben Laden, alors ça c'est pas du tout fondé, mais serait venu en Bosnie. En tout cas, voilà, il a fait des écrits encourageant justement la naissance de cet État musulman au cœur de l'Europe. Et puis vous avez un certain nombre de terroristes qui sont venus et qui ont combattu, et notamment une fameuse brigade qui s'appelle la brigade Al-Moudjahed, dans laquelle se trouvaient par exemple deux Français, Christophe Caz et Lionel Dumont. Lionel Dumont a été incarcéré, a été jugé en France. Ça faisait partie, on les appelait les ch'tis d'Allah, c'est-à-dire des gens du Nord, qui sont du Nord de la France, qui sont venus prêter main forte, le fameux gang de Roubaix, qui a défrayé la chronique dans les années en 1996, et bien avant avait combattu en Bosnie au sein de cette brigade Al-Moudjahed. Brigade qui s'est, il faut le reconnaître, illustrée par des exactions, des décapitations, des camps de torture, etc., etc., et dont les Bosniaques aimeraient bien d'ailleurs aujourd'hui oublier l'histoire. Mais le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il y a aussi avec Daesh un certain nombre de combattants d'origine bosniaque qui sont allés faire le djihad dans la zone syro-irakienne à l'appel d'Abou Bakr al-Baghdadi, et qui sont revenus aussi en Bosnie. Donc le vrai problème aujourd'hui qui se pose en Europe, d'un point de vue sécuritaire, c'est de savoir où sont ces individus, sont-ils contrôlés, ont-ils été jugés. La réalité, c'est que l'État bosniaque musulman, la Fédération de Bosnie et la Bosnie-Herzégovine, a jugé déjà des djihadistes, mais peut-être pas tous. Et là, il y a une véritable interrogation d'un point de vue sécuritaire pour savoir si, au niveau de l'Europe, avoir une sorte de havre dans lequel évoluent des djihadistes est une bonne chose. Alors d'un autre côté, on peut aussi se demander si laisser prospérer ce havre sans s'en préoccuper, c'est bien la solution, puisque vous le disiez, et vous pourriez revenir là-dessus. Il y a même des mosquées maintenant qui sont financées par l'Arabie Saoudite et qui seraient en charge, si j'ai bien compris, de propager une idéologie plus problématique que l'islam bosniaque initial. Tout à fait. L'Arabie Saoudite, il faut le rappeler, c'est l'islam prôné, c'est l'islam wahhabite. Hein, c'est la même radicalité que Daesh. Hein. D'ailleurs, certains disaient que l'Arabie Saoudite, c'était un Daesh qui avait réussi, parce que quelque part, il y avait autant de décapitations, mais elles étaient orchestrées et comment dire, contrôlées par l'État, et que la radicalité dans l'approche wahhabite est la même quasiment. La vraie question, c'est qu'il y a l'argent derrière. Donc, moi, par exemple, nous avons tenté, quand nous étions à Sarajevo, de nous rendre dans une mosquée connue pour être fréquentée par des radicaux. Et c'était pendant donc le Ramadan, juste avant la rupture du jeûne, ou un moment où, en général, les musulmans, enfin, on l'a pu le constater, sont très accueillants, même pour ceux qui ne sont pas de leur confession, en tout cas les Bosniaques. Et là, ça n'a pas été, on n'a pas du tout été accueillis. On le montre très bien dans le documentaire qu'on est en train de préparer pour Omerta. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est parce que j'ai demandé à rencontrer quelqu'un, un responsable de cette mosquée, pour pouvoir avoir des informations, disons qu'on essayait nous Français, de comprendre un peu les rapports entre les religions à Sarajevo, Sarajevo reste quand même une ville très œcuménique, avec dans le centre-ville le plus vieil emplacement édifice religieux, c'est un monastère serbe, et à 100 mètres à peine, vous avez la mosquée, la plus vieille mosquée du pays. Dans la même rue, vous avez la cathédrale croate et la synagogue. Donc voilà, c'est quand même, Sarajevo reste
reste un creuset multi-religieux, voilà, en Europe. Donc, et par contre, cette mosquée saoudienne, construite par les Saoudiennes, elle se trouve dans un quartier périphérique, avec quand même une volonté d'embrigader. Ce qui est très très intéressant, donc ça j'y viens, c'est que lorsque j'ai demandé à voir une personne, elle m'a dit non, vous êtes journaliste, vous n'avez pas accès. J'ai dit mais attendez, quand même, on est censé, vous accueillez tous les gens dans cette mosquée. Il me dit non, pour vous, vous devez demander une autorisation à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Sarajevo. J'ai dit, mais attendez, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est à... oui, mais vous êtes sur une propriété privée et c'est l'ambassade d'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, pour aller dans une mosquée, pour poser des questions à des gens dans une mosquée, il faut demander l'autorisation à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ouais. Alors, on vous parlait de cette ville œcuménique, finalement, ce qu'on comprend dans vos propos, c'est que les tensions qui règnent en Bosnie sont plus des tensions ethniques que religieuses, parce que sans l'intervention d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, les religions pourraient aisément vivre entre elles. Oui, alors ethnique, c'est très différent. Enfin, en fait, le problème, c'est que les religions, bien souvent, servent de ferment à l'identité, en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas les Bosniaques. Alors, c'est la grosse différence entre les Bosniaques et les Kosovars, par exemple, c'est que les musulmans de Bosnie sont des Serbes convertis à l'époque de l'Empire ottoman. C'est pas une ethnie différente. Tandis au Kosovo, vous avez des Albanais, donc de souche, ça c'est une ethnie particulière, et vous avez des Serbes. Donc il y a pas, en fait, si vous voulez, quand je dis ethnique, c'est pour bien délimiter les trois groupes entre les Croates, les Serbes et les musulmans, on va dire. Mais si vous voulez, l'exacerbation des tensions, elle s'est faite autour de la religion, mais autour d'une religion brandie comme ferment d'identité, de séparatisme. C'est le cas, par exemple, de la particularité les guerres les guerres des Balkans dans les années 90 ont commencé, par exemple, entre la Croatie et la Serbie. Ça a été la première guerre, et cette première guerre extrêmement meurtrière, notamment dans la zone de Vukovar, Osijek, où il y a vraiment eu des combats terribles et des atrocités commises entre Serbes et Croates. Il est quand même intéressant de constater que la frontière qui sépare les deux pays aujourd'hui reste la même frontière identique à celle du grand schisme qui a séparé l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, donc entre Rome et Constantinople. Donc c'est des choses très très anciennes, mais dans lesquelles la religion finalement, c'est pas, on se bat pas pour savoir si autour de l'infaillibilité du pape ou de la virginité de la Vierge Marie ou des choses théologiques. On se bat parce que notre religion représente notre communauté. Voilà. Et aujourd'hui, donc en Bosnie, ça reste toujours le cas, même si, ethniquement, stricto sensu, c'est exactement les mêmes gens. Voilà. On vous retrouve dans un instant, Régis Le Sommier. Tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors nous parlions de l'importance de la religion dans les tensions qui bouleversent un peu la Bosnie. Il y a un autre sujet très historique qui bouleverse l'actualité ces derniers jours. En fin de semaine dernière, le dirigeant de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a déclaré que la Bosnie-Herzégovine ne survivrait peut-être pas à la résolution de l'ONU visant à faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica. Pour rappel, ce dernier concerne le massacre d'hommes bosniaques par des Serbes durant la guerre de Bosnie. Alors on imagine aisément le ressentiment qu'une telle journée pourrait susciter au sein de la population serbe de Bosnie. Néanmoins, cela pourrait-il réellement déboucher sur des tensions importantes au sein du pays? D'autant plus que Régis Le Sommier, vous nous expliquiez que les trois populations sur place s'accordent pour ne pas retomber dans un conflit ouvert. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion justement de m'entretenir avec le président de la République, de la Republika Srpska, M. Dodik, lors de sa visite à Paris. Donc, nous venions de revenir de Bosnie, et il s'est avéré que, hasard du calendrier, il était à Paris. Il a accepté de nous parler, justement, et il vient, et il en parlait auprès de nous, mais il vient
annonçait qu'il allait lancer le principe d'indépendance de la République Srpska de Bosnie à cause de cette procédure de l'ONU sur la question de Srebrenica. Alors, on sait que la question de Srebrenica, c'est quelque chose qui divise les deux communautés, les deux entités, donc la fédération croato-bosniaque d'un côté et la République Srpska de l'autre. C'est les deux composantes administratives de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, voilà, le vrai problème, enfin, c'est un des problèmes, mais c'est un problème plutôt prétexte. On sent bien que chacun aimerait faire ses affaires, chacun dans son coin, sans avoir de rapport avec son voisin, ou en ayant, je dirais, dans le cadre d'une sorte de rapport mutuel, et non pas figurer dans le même état. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Ce que Monsieur Dodik expliquait justement, et j'ai été surpris de le constater dans son discours, c'est qu'il n'était pas hostile, en revanche, à l'adhésion à l'Europe, parce que cette adhésion à l'Europe soustrairait quelque part, selon lui, la Bosnie-Herzégovine à la tutelle internationale et à la tutelle de l'ONU, qu'il estime, et que beaucoup de Serbes aussi estiment, être outrageusement favorable à la fédération bosno-croate. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en sortant de cette tutelle, ça ouvrirait la voie justement à une forme de sécession? Ben, c'est possible, ou alors, à moins que l'Europe se fasse le garant, mais dans ce cas-là, il faut que l'Europe puisse garantir la cohabitation de ces communautés et respecter leurs droits. Vous savez également que la Bosnie, les Serbes les Serbes de Bosnie représentent environ 1 million d'individus, un peu plus, et qu'ils ont aussi un droit de vote dans les élections en Serbie. Donc, ils représentent un poids électoral considérable sur lesquels le leader des Serbes, le président serbe, M. Vučić, ne peut pas ignorer. Il ne peut pas ignorer cette population qui est très nationaliste, qui est une population plus traditionnelle, on va dire, plus conservatrice que les Serbes de Belgrade, on va dire, et les Serbes de Belgrade étant plus européens dans l'âme, plus désireux d'avancer quelque part et d'utiliser l'Europe pour cela. Donc voilà, les équilibres sont quand même très précaires. C'est encore, il faut bien comprendre que pour ce qui est du cas de la Bosnie-Herzégovine, on est dans le cas d'une unité qui s'est faite autour des accords de Dayton, qui a très peu évolué depuis. Donc, accord trouvé, je dirais, pour arrêter la guerre civile épouvantable qui a eu lieu et qui a ravagé le pays entre 92 et 95, et que depuis 1995, mais justement, cette tutelle internationale pèse et ne permet pas véritablement à la Bosnie-Herzégovine d'avancer. J'ai peut-être mal compris, mais vous expliquiez que les deux populations sur place seraient prêtes à accepter cette sécession parce que le sentiment général, finalement, c'est cette envie de vouloir chacun pouvoir faire sa vie dans son coin? Moi, disons que c'est plutôt les Serbes qui sont, voilà, disons, autonomistes dans ce rapport, mais on sent bien que du côté bosnien, il y a aussi une volonté on dit, quand vous posez la question aux gens dans la rue, par exemple à Sarajevo, est-ce que la situation est tendue avec les Serbes? Ils vont vous dire non, elle n'a pas elle n'a pas vraiment évolué, c'est comme avant. Mais comme avant, ça veut dire que c'est tendu quand même. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte d'ignorance réciproque, tout en sachant que c'est quand même des gens qui se croisent au supermarché. Il y a une chose qui est assez incroyable en Bosnie-Herzégovine, c'est la proximité de la vie des uns et des autres. La carte de géographie, si on pouvait la voir, malheureusement, oui, j'en ai pas, pardon, là à disposition, mais la carte, en fait, montre la Republika Srpska, elle entoure un petit peu cette fédération bosno-croate avec des passages de frontières. Et quand on la passe en voiture, parfois, on se rend pas du tout compte qu'on est passé dans une entité dans l'autre. Et les gens, en fait, vivent, c'est tout petit, donc ils vivent relativement les uns à côté des autres.
Et quand a eu lieu, et ça c'est vraiment la chose qui m'a surprise, parce que quand vous êtes dans certains villages, vous voyez encore les maisons brûlées par les pogroms ethniques des années 40, enfin les massacres qui ont eu lieu, et vous avez des gens qui sont jamais revenus et dont les maisons sont restées à l'abandon. Vous avez encore des maisons incendiées dans certaines parties. Donc soit c'est la partie musulmane qui a été expulsée du village, soit c'est la partie serbe qui a été expulsée. Et vous vous rendez compte en fait que ces gens dans le début des années 90 qui avaient cohabité ensemble. Alors, il y a eu plusieurs d'autres conflits, la Seconde Guerre mondiale avec les Oustachis, la division Ansar, division de Waffen-SS composée de Bosniaques musulmans, donc utilisés, enfin que dans les mains d'Hitler contre les Serbes qui eux résistaient, on va dire. Donc il y a eu des massacres Seconde Guerre mondiale. Vous avez eu des massacres à l'époque de l'Empire austro-hongrois où là les Serbes ont été massacrés par des supplétifs de l'Empire austro-hongrois musulmans aussi. Donc vous avez une histoire comme ça du massacre, mais sous Tito, il y a une sorte d'ailleurs de nostalgie pour cette époque parce que les communautés cohabitaient et quand ont eu lieu ces guerres, eh ben, c'est clairement, et ça c'est assez frappant en Bosnie, c'est clairement des voisins qui tout à coup, après avoir envoyé leurs enfants dans la même école que le voisin d'à côté, qui n'avait pas la même religion, se sont mis à se massacrer. Et c'est ça qui est terrible. Ils habitent dans des maisons qui sont quasiment identiques. Il n'y a pas de style bosniaque musulman ni de style serbe. Alors, au niveau des édifices religieux, si, mais pas au niveau de l'habitat. Et les écoles, bah, c'était des écoles d'État, donc chacun, il n'y avait pas d'école religieuse en fait. Et on se rend compte que d'ailleurs la religion était un peu moins présente, un peu moins prégnante à l'époque de la Yougoslavie. Alors non pas que la Yougoslavie fût un paradis, mais chacun avait un minimum, un emploi, à manger, une maison, etc., etc. Et que tout à coup, quand cette Yougoslavie, eh bien, s'est déchirée, eh bien, c'est vraiment ça, des gens qui étaient voisins, qui se connaissaient, dont les enfants se connaissaient, eh bien, se sont mis à se tuer. Et ça, c'est assez terrible de constater cette rage humaine qui a pu exister au cœur de ces campagnes. D'ailleurs, des campagnes assez bucoliques, faites de collines, de rivières. C'est très charmant par endroits. Hein. Voilà, et c'est assez incroyable toujours de se dire que dans des endroits aussi beaux, eh bien, les gens ont pu se massacrer comme ça. Alors, je vais me risquer à faire un parallèle osé. Puisqu'effectivement, là, on parle de deux peuples frères ou au moins cousins qui ont réussi à se massacrer. En France, aujourd'hui, beaucoup craignent justement que des tensions ethniques puissent voir le jour et de vivre une véritable sécession avec toutes ces populations immigrées. Qu'est-ce que vous en pensez, Régis Le Sommier ? Ah, écoutez, c'est pas tout à fait le même paradigme, on dira, puisque la question des populations immigrées en France, c'est une question, et par rapport au sujet que vous évoquez, c'est la question de l'intégration ou de la non-intégration. Là, en l'occurrence, les Bosniaques musulmans, les Serbes, les Croates ont toujours existé dans ces endroits-là. Il y a eu toujours des déplacements à chaque fois qu'il y avait des tensions. Bah, parfois, des gens ont été chassés de tel endroit, les Croates, les Serbes ont été chassés de Krajina, les Croates d'une autre région. Enfin bref, on a souvent réglé ces conflits ethniques en déplaçant des populations. Et d'ailleurs, sous Tito également, il y a eu des déplacements de populations comme sous Staline. Mais si vous voulez, ces populations avaient toujours existé et cohabité d'une certaine façon dans ces zones avec leurs différences religieuses, avec leurs différences culturelles. Là, en l'occurrence, en France, c'est un peu différent puisque ces populations, en tout cas celles qui posent problème au niveau de l'intégration aujourd'hui, n'ont pas toujours été en France et sont venues de façon relativement récente, s'imposant ou en tout cas prenant pied sur un terreau culturel, religieux, je dirais sociétal, français qui existait déjà. Donc, on ne peut pas comparer, à mon sens, ces tensions, même si la vraie question, c'est de se trouver un avenir commun. C'est un peu ce qu'on dit avec la Bosnie. Si l'avenir, il est garanti par l'Europe, les choses finiront par cohabiter, mais les entités finiront par cohabiter. Mais là, il y a quand même des signes
signes qui montrent qu'on est, on est plus dans, je pense, pour le cas de la Bosnie, dans une sorte d'indifférence revendiquée, c'est-à-dire on veut vivre à côté du voisin, mais on veut rien avoir à faire avec lui. Si c'est comme ça qu'on peut trouver la paix de façon durable, pourquoi pas? En France, la situation me paraît beaucoup plus. En fait, je suis allé en Bosnie en me disant, est-ce que ces tensions peuvent déboucher à la guerre? Et je reviens en me disant, non, finalement, peut-être pas. Par contre, en France, il y a quand même un certain nombre de tensions qui risquent de déboucher sur des choses pas belles. Et donc, il nous reste quelques minutes pour finir. Est-ce que la France aurait un rôle à jouer en Bosnie, justement? La France, elle a eu un rôle à l'époque, vous savez, c'était le général Morillon comment dire, qui commandait les forces de l'ONU. Il y a eu des généraux français qui ont eu lieu, qui se sont illustrés en Bosnie. L'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre aussi, a conduit un assaut assez audacieux sur un pont pour reprendre un pont à Sarajevo et donc c'est un pays où l'armée française s'est interposée dans un chaos je dirais de massacres et autres très difficile à gérer. La question de la ville de Srebrenica et du massacre qui s'y est produit, justement, ça s'est fait quand même avec l'ONU à côté. À l'époque, c'était des Néerlandais, mais donc c'est très la France a-t-elle un rôle à jouer? Oui, bien sûr qu'elle aurait encore un rôle à jouer. D'ailleurs, elle ne joue pas assez son rôle. Les Serbes de Bosnie nous disent que les Allemands jouent leur rôle, que les Anglais ont joué leur rôle, mais que les Français, depuis Dayton, alors que les accords de Dayton, les Français en sont aussi les garants, eh bien, on ne joue pas assez notre rôle, on n'est pas assez investi. Entre guillemets, ce qu'aimeraient les Bosniaques, c'est voir plus d'investissement économique de la part des Français. Les Allemands ont beaucoup investi. Il y a une activité économique substantielle. C'est un pays qui marche bien économiquement, étonnamment. D'ailleurs, il y a plus de relations économiques entre les communautés et ça marche plutôt bien. Et ça amène le pays vers un train de prospérité qui ne peut qu'être salutaire et l'encourager à ne pas recommencer les horreurs du passé. Donc voilà, peut-être que nous, Français, on devrait en tout cas être plus investis, comme l'ont été les Allemands. Maintenant, voilà, c'est très difficile. Moi, je suis pas au pouvoir, tout ça, mais je sais que Emmanuel Macron a évoqué avec Alexander Vučić, le président de Bosnie, la question des Serbes de Bosnie, de l'avenir de la Bosnie. Donc, ça a été discuté par les Français lors de la visite la semaine dernière du président serbe en France. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour cet éclairage après votre voyage en Bosnie. On vous retrouve dès la semaine prochaine et puis on essaiera de parler aussi de votre dernier numéro spécial d'Omerta donc vous pouvez rappeler rapidement le thème si vous voulez. Bah oui, écoutez, si vous voulez, je viendrai le décrire la semaine prochaine, je vous amènerai l'exemplaire et on en parlera à fond. Oui, c'est 2 ans de guerre en Ukraine, on l'a appelé la vérité du terrain. On a mis en sous-titre aussi parce que c'est vraiment ça, et on a mis l'Ukraine, cet enfer où l'on pourrait envoyer nos soldats. Il ne faut pas oublier qu'en ligne de mire, il y a ça. Et pour raconter en fait l'intérêt d'avoir compilé tous nos reportages et tout le temps qu'on a passé là-bas, c'est pour montrer un petit peu la réalité avec des analyses aussi, des analyses factuelles, des analyses en profondeur sur ce qui se passe, qui a été utilisé, l'usage des drones, les drones navals, l'artillerie, le retour de la guerre de haute intensité. Enfin bref, voilà tout le contexte de cette guerre atroce qui est aux portes de l'Europe et dans lesquelles, en effet, des soldats français pourraient revenir. Donc, si vous pourrez déployer. Donc, si vous voulez, la semaine prochaine, je viendrai vous le détailler voilà, pour que vos auditeurs comprennent ce qu'il y a dans ce magazine. On en reparlera, effectivement. D'ici là, dans 2 jours, ils peuvent le trouver donc dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci beaucoup Régis Le Sommier. On vous retrouve la semaine prochaine. Puis je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction Omerta, reporter de guerre et auteur de La vérité du terrain et jusqu'au dernier Ukrainien. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.